bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour une émission un peu spéciale puisque c'est un hors-série. En effet, aujourd'hui on est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc avec Fred, on a voulu rendre hommage à toutes celles qui font du sport. Et donc pour nous accompagner dans cette démarche, on a fait appel à Cléo, qui est la créatrice du podcast Championne du Monde. Cléo, comment ça va ? Salut, écoute, ça va très très bien. Et nous sommes aussi en compagnie de notre bien-aimé et adoré Fred. Fred, tu vas bien toi aussi ? Moi ça va toujours, et surtout en cette magnifique journée de la femme, je trouve qu'on célèbre certainement la meilleure chose qui soit arrivée à l'homme et à l'humanité, donc j'en suis totalement ravi, je le dis de manière très très honnête. Eh bien, c'est une tournure de phrase toute trouvée, Fred, je n'aurais pas fait mieux, et c'est vrai que c'est une journée très importante qui nous tient beaucoup à cœur, et même en dehors du 8 mars, la cause des droits des femmes et de la représentation des femmes dans le sport, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec Fred, on a très à cœur de pouvoir accueillir dans nos interviews autant d'athlètes féminines que d'athlètes masculins, et pour la petite histoire, on tenait absolument à ce que ce soit Clémence Calvin qui inaugure nos interviews, en parlant notamment de sa grossesse et tout ce que ça peut impliquer d'être une femme et une athlète de haut niveau. Donc nous, on est ravis d'avoir cette équité dans le podcast et on va tout faire pour que ça perdure. Et d'ailleurs, en parlant de femmes et de sport, mais surtout de femmes extraordinaires, on va accueillir dans l'émission, dans même pas 5 minutes, Stéphanie Jiquel, qui va nous parler de défis et de dépassement de soi. Et là, croyez-moi, on ne peut pas mieux trouver. Je crois qu'elle incarne, mais à la perfection, toutes ces valeurs-là et elle est extrêmement inspirante. Et pour mener l'émission spéciale d'aujourd'hui, on a fait appel à Cléo Hénin, qui est une consoeur, puisqu'elle a elle aussi un podcast qui s'appelle Championne du Monde, où à chaque émission, elle met en avant le sport et les femmes. Mais je n'en dis pas plus, puisqu'on va prendre 5 minutes avant l'interview de Stéphanie Jiquel pour te présenter Cléo et surtout présenter ton travail. Donc du coup, Championne du Monde, c'est un podcast, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, absolument. Ouais, j'ai également un podcast qui s'appelle Championne du Monde. Alors, Championne du Monde, en gros, pour expliquer un petit peu le podcast, on fait des portraits de femmes qui vivent et font le sport. Donc, on dit comme ça, c'est assez vague. En fait, on met en avant, on donne la parole à des femmes. Donc, c'est pas forcément des sportifs professionnels. Il y en a, mais pas que. C'est des femmes qui vivent le sport au quotidien à travers leur métier ou leur passion. Donc, là, par exemple, sur les premiers épisodes, on a interviewé une journaliste sportive. On a interviewé une entrepreneure, voilà. Donc au fur et à mesure des épisodes, on va avoir aussi une diversité dans les métiers, etc. Donc voilà, on est toujours sur des femmes qui ont un lien commun qui est le sport, mais qui est vécu différemment. Et du coup, voilà, on voulait mettre en avant ces femmes-là qui sont pas forcément des sportifs professionnels, donc qui bénéficient pas forcément non plus de médiatisation et de visibilité pour qu'elles expliquent leur parcours qui est la plupart du temps extrêmement intéressant et inspirant. Ok, et pourquoi toi tu as eu envie plus spécifiquement de parler des femmes ? Est-ce que tu as l'impression que finalement on n'en parle peut-être pas assez est-ce que c'est une des choses qui t'a motivé pour faire un podcast finalement 100% féminin quoi ? Ah complètement, déjà je suis une fille, ce qui est un détail mais bon qui a quand même son importance, et en plus une fille qui apprécie énormément le sport féminin. Je regarde beaucoup le sport féminin à la télévision et de toute façon c'est un fait. Le sport féminin est moins diffusé à la télévision que le sport masculin. Je crois qu'on est sur un ratio de 80-20 à peu près, qui est quand même énorme. Et je suis partie de ce fait-là, qui est quand même pas terrible, on va être honnête. Et j'avais envie d'en parler. Donc et puis bon, là en l'occurrence j'ai une vie qui fait que les femmes dans ma famille sont aussi des femmes qui sont extrêmement investies dans le sport. Ma mère est professeure de PS, ma sœur est une ancienne championne du monde de boxe. Enfin voilà, je pourrais. Donc toutes les femmes dans ma famille sont sportives ou en tout cas ont un intérêt pour le sport, et c'est des femmes merveilleuses, et je me suis dit voilà, je trouve que ce serait super de mettre des profils comme cela en avant. Écoute, c'est plus que louable, c'est vraiment une très bonne idée. Et je dirais, mais là, du coup, je pense qu'on peut avoir une fierté en course à pied, en athlétisme, d'une manière plus globale, parce que je pense que les femmes, on a ces dernières années quand même eu plus de championnes que de champions. Je pense que les gens se souviennent plus de Marie-Josée Pérec, Muriel Urtis, Clémence Calvin encore très récemment, que des athlètes masculins. Alors il y en a que tout le monde connaît. Et en plus, on a un sport, une discipline sportive où les femmes et les hommes concourent en même temps.
C'est-à-dire, voilà, quand il y a les championnats du monde d'athlètes, c'est pas un jour pour les hommes, un jour pour les femmes. Donc du coup, quand c'est télévisé, on a cette chance-là. Mais pour autant, je te rejoins sur le fait que les femmes l'expriment, hein, les différentes sportives qu'on peut rencontrer, même dans le cadre de la course à pied, de l'athlétisme, elles ont un certain manque de reconnaissance, ou alors elles doivent répondre à certains critères pour être, excuse-moi l'expression, parce que le sport professionnel fait aussi ça, pour être bankable. On va leur demander d'être plus que sportive, d'être sportive et féminine, alors que chez un athlète masculin, cette question se posera, à mon avis, pas ou très très peu. Donc c'est très intéressant ta démarche. Mais moi j'ai envie de te demander aussi en même temps, tu as dit que tu aimais beaucoup regarder le sport féminin, mais toi tu pratiques quoi comme Alors, sport? bien Si tu en sûr, pratiques. bien sûr, oui, oui, Tu es oui. championne du monde de quelle discipline? Alors C'est ça non, qu'on veut savoir. je ne suis pas championne du monde, malheureusement. J'ai pratiqué la gymnastique rythmique, moi, pendant plus de 15 ans, à bon niveau. J'étais pas professionnelle, mais j'avais un bon niveau qui était la DN, hein, qui est l'équivalent de la Ligue 1, mais pour les amateurs, on va dire en GRS. Bon, là, j'ai arrêté il y a quelques années, mais je continue à faire pas mal de sport, du tennis. Je cours aussi un petit peu, mais de façon vraiment 2 fois par semaine, tranquillement, on va dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc oui, non, bien sûr, moi le sport, je le pratique aussi moi-même. Eh bah, tu as bien raison de faire du sport et de courir 2 fois par semaine. C'est pas Fred et moi qui allons te dire le contraire. Sinon, pour revenir à ton podcast, Championne du monde, est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie de traiter, des choses qui te tiennent à cœur et que tu veux absolument traiter dans tes émissions à travers tes interviews? Alors, il n'y a pas de sujet que je veux absolument traiter parce qu'en l'occurrence, on fait des portraits de femmes. Donc après, les sujets sont induits en fonction de l'expérience de la personne, de la femme qui est interviewée. Donc non, après, moi, voilà, j'ai aussi envie de traiter des sujets qui sont vastes. En l'occurrence, donc, le premier, c'était Clémentine Sarlat, donc c'était plus sur la médiatisation du sport féminin, sur un métier qui est aussi extrêmement masculin encore maintenant. C'est encore une des rares femmes, même si c'est pareil, ça se féminise petit à petit, mais à faire ce métier-là. Sur le deuxième épisode, c'était l'entrepreneuriat, donc on a encore traité de sujets différents qui étaient dans... le côté, c'est des jeunes femmes en plus qu'on avait interviewées qui avaient moins de 30 ans et qui doivent se retrouver face à des investisseurs qui sont souvent des hommes. Donc c'est comment elles gèrent tout ça. Sur le troisième, on est avec Marie-Amélie Le Fur qui est une sportive handicapée. Donc là, on a vraiment plus traité le côté handicap, là en l'occurrence plus que le côté femme. Il y a plein d'autres sujets qui vont venir. Là, on a des invités qui sont très diverses et extrêmement intéressantes qui vont arriver aussi dans les épisodes à venir. Donc, il y a plein de sujets. Je me mets vraiment pas de barrière. J'ai envie de traiter un maximum de sujets pour que justement les gens aussi qui écoutent puissent se rendre compte de la pluralité de profils qu'il y a et de la pluralité de possibilités aussi qu'il y a de vivre le sport quand on est une femme. Ok, très bien. Du coup, j'ai une autre question. À qui tu t'adresses? Ton podcast, tu le destines à qui? Aux hommes, aux femmes, aux deux? Est-ce que tu as des infos d'ailleurs sur quel est ton public? Pour le moment, en termes d'audience, effectivement, on est sur un ratio 50-50, je dirais, ce qui est assez... Ce qui est quand même encourageant quand même, tu vois, ça prouve qu'il y a quand même l'intérêt. Oui, qui est super encourageant, mais je pense que c'est pour ça, hein, encore une fois, c'est un podcast qui fait... l'interview V sont des femmes, l'intervieweur est une femme aussi, mais c'est pas pour ça que c'est que pour les femmes, que c'est un truc hyper... voilà, tout le monde peut l'écouter. Au contraire, je pense que c'est plutôt inspirationnel, donc... c'est plein de beaux messages et je pense que ça intéresse aussi. Et c'est ça qui est super et qui est assez encourageant aussi et qui me donne plein d'espoir. Je pense que les hommes s'intéressent aussi de plus en plus à ces thématiques-là et du coup, bah voilà. Là, on se rend compte on est plus sur du 50-50. Donc, j'encourage tous les garçons qui écoutent à aller écouter les épisodes de Championne du monde. Bah, nous, on en a des hommes, mais pas que, hein. D'ailleurs, au début, quand on a commencé le podcast, c'est vrai que l'audience, elle était à 80% masculine et 20% féminine. Et aujourd'hui, on arrive vers du 50-50. Donc, avec Fred, on est ravis de ça. Du coup, Cléo, si on veut retrouver ton podcast, tu es présente sur iTunes, Spotify,
Spotify, Deezer, je crois. Est-ce que tu es aussi sur les réseaux sociaux? On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr, on a une page Instagram, Facebook, on a un site internet www.championnedumonde.com et puis on est disponible sur les plateformes Spotify, SoundCloud et sur Apple Podcast. Voilà. Eh ben super, on va se retrouver maintenant juste après le jingle pour l'interview de Stéphanie Jiquel. On va te laisser les clés, c'est ce qu'on a convenu avec Fred. C'est toi qui vas piloter cette interview, c'est toi qui vas la mener. Tu as les clés de la maison. On te laisse les clés et nous, on est à tes ordres. Voilà. Ouh là là. Dis donc, j'en ai de la chance. Ça, je sais pas. Hein. Eh ben écoute Cléo, merci pour ta présentation. Tu ne bouges pas, on se retrouve immédiatement après le jingle pour l'interview de Stéphanie Jiquel. Allez, jingle et c'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Comme vous l'aurez probablement remarqué, je ne suis pas Guillaume, ni Fred. Je m'appelle Cléo et j'ai créé un autre podcast qui s'appelle Championne du Monde et qui présente des femmes qui vivent le sport au quotidien. Pas d'inquiétude, Guillaume et Fred ne sont pas loin, mais ils me font l'honneur de pouvoir co-animer cet épisode consacré à une immense championne justement, Stéphanie Jiquel. Bonjour. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Stéphanie est ce qu'on pourrait appeler une sportive de l'extrême, une aventurière même, qui est passée des cabinets d'avocats d'affaires au sentier d'Ultra Trail. Elle est notamment la première française à avoir couru un marathon autour du pôle Nord et à détenir le record de la plus longue expédition à ski sans voile de traction réalisée par une femme en Antarctique. Récemment, elle s'est lancée un nouveau défi, courir 7 marathons en 7 jours sur tous les continents, rien que ça. Alors Stéphanie, je suis avec beaucoup d'attention le sport en général, mais je dois avouer que pour le coup, je ne suis pas vraiment une spécialiste de la course à pied et encore moins des ultra-distances. Donc ma première question sera très simple. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi en l'occurrence, ce qu'est ta discipline, tu lui dirais quoi? Alors, l'ultra-distance, en fait, c'est une discipline qui est effectivement assez confidentielle, qui regroupe plusieurs sous-disciplines, je dirais. Mais en gros, ça consiste à courir sur de très longues distances, et souvent ça va de pair sur de très longues durées. Donc par exemple, courir 180-200 km en montagne en 24 heures, 30 heures. Il existe pas mal de disciplines, en fait des disciplines qui sont très connues telles que l'ultra trail en montagne, on parle beaucoup de l'UTMB. Mais il existe aussi des trails qui sont organisés dans des régions sans dénivelé. Et puis il existe aussi des disciplines sur route, notamment les 24 heures, dont l'objectif c'est de courir le maximum de distance en 24 heures, donc en général un peu plus de 200 km pour les meilleurs athlètes. Après, moi je pratique aussi ce qu'on appelle un peu plus le sport aventure, c'est-à-dire le fait de courir en pleine nature sans forcément avoir un objectif de chrono, donc en dehors de la compétition, et il m'arrive de partir une semaine, 10 jours pour courir le long de GR et parcourir 40-50 km par jour. Même s'il est vrai que j'ai une préférence, en tout cas dans le domaine de la compétition, pour les ultra-trails ou les compétitions sur route d'ultra-fond à parcourir d'une traite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte en pratiquant que c'est dans ce domaine-là que je pouvais avoir le plus de potentiel. Parcourir 200 ou 230 ou plus de kilomètres d'une seule traite, puisque j'ai pas mal d'endurance, et donc c'est dans ce type de discipline que je m'éclate le plus et que je pense avoir le plus de potentialité aujourd'hui. Et avant d'en venir à ces ultras, tu étais sportive à la base, tu as eu une jeunesse bercée dans différentes activités sportives, ou peut-être même déjà la course, ou voilà, comment c'est arrivé au final tout ça? Parce que je me doute que tu t'es pas levé un matin en disant tiens, je vais courir un marathon autour de l'Antarctique, ou je vais faire un 24 heures. Non, c'est vrai. Alors, j'ai un parcours qui est assez atypique puisque j'ai évolué dans différents domaines. Vous évoquiez tout à l'heure le domaine de l'entreprise, notamment des cabinets d'affaires, le domaine de l'aventure, du sport aventure, et puis aujourd'hui plutôt le domaine
l'athlétisme, en tout cas la course d'ultrafond en compétition. Mais par contre, quand j'étais jeune, je n'ai évolué dans aucun de ces domaines. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi dans une famille d'aventuriers, je n'ai pas grandi dans une famille de sportifs et j'ai vécu dans un milieu plutôt modeste, donc très loin du monde des affaires. J'aimais énormément le sport, mais en tout cas les clubs, je les connaissais pas. Donc ça n'a pas été un moyen pour moi de connaître le sport ou de m'émanciper ou de voyager. J'avais une très grande envie de voyager, de découvrir le monde. Et j'ai trouvé en fait que les études pour pouvoir accéder à cet ailleurs qui me faisait rêver. Donc je me suis mis à fond dans les études et j'ai découvert quand j'étais au collège l'existence des écoles de commerce. Et je me suis dit, ça sera un bon moyen, déjà d'une part de monter à Paris et puis ensuite peut-être de construire tes propres projets et de construire ta vie. Mais le sport aurait pu être un moyen, je pense que j'avais un potentiel probablement, mais en tout cas, il n'a pas été, j'ai pas été en club et je n'ai pas rencontré les personnes qui m'ont permis de détecter justement un quelque chose qui m'aurait ensuite permis d'aller sur un autre chemin. Mais en tout cas, j'ai aucun regret parce que ces chemins différents que j'ai pu prendre m'ont aussi beaucoup apporté et j'accorde beaucoup d'importance à l'aventure. Et pour moi, l'aventure, c'est vraiment pas uniquement l'exploration, hein, c'est dans la vie de tous les jours. Ça peut être l'aventure professionnelle, l'aventure sportive. Et c'est vrai que j'ai connu des chemins qui sont extrêmement différents en apparence, mais qui comportent quand même beaucoup de similitudes. Et je crois qu'aujourd'hui, je me nourris beaucoup de tous ces chemins et j'ai absolument aucun regret. J'ai pas eu la chance de connaître des clubs d'athlétisme quand j'étais jeune, mais c'est pas, j'ai pas de regret par rapport à ça. J'ai connu d'autres choses et ces autres choses m'ont aussi amené vers des très belles aventures et je le regrette absolument pas. Là, tu parles d'aventure, tu disais que c'était les envies d'aventure qui t'avaient emmené à faire ça. Mais comment tu t'es rendu compte vraiment de ton potentiel en fait? Parce que même si on a des envies d'aventure d'ailleurs, tout le monde n'a pas les capacités de courir des distances pareilles. Donc comment tu t'es rendu compte de ça? Tu as bien commencé à courir à un moment donné? Ouais, en fait, quand je suis rentrée en école, j'ai commencé à courir donc par moi-même. Et en fait, ce qui m'a attirée très rapidement, c'est plutôt la distance. C'est-à-dire que j'étais entourée de camarades qui s'inscrivaient à des 10 kilomètres, à des semi-marathons et qui avaient pour objectif de faire des chronos sur ces distances-là. Et en fait, moi, ce qui m'a plu avant tout, c'est vraiment de courir très longtemps. Et c'était un moyen de voyager. Par exemple, j'ai fait un road trip aux États-Unis quand j'étais en école de commerce. Et au sein de ce road trip, j'avais très envie d'aller courir, de courir 10, 20, 30 kilomètres. Donc, en fait, d'une traite, c'est-à-dire je partais. C'était un moyen d'aller en dehors des routes et de découvrir ces univers. Après, c'est une très bonne question de savoir comment on s'en rend compte. Je crois que si j'avais pas essayé, j'aurais pas pu découvrir que j'avais un potentiel pour l'endurance et pour les longues distances. J'ai eu un intérêt pour la distance, mais sans savoir à ce moment-là que j'avais un potentiel pour aller très loin, courir longtemps, pour performer ensuite sur ces distances-là. C'est en essayant. Au début, les premiers 50 km, 60 km, c'était extrêmement dur, notamment en termes ça faisait très très mal aux jambes, j'avais pas mal de douleurs, etc. Je gérais pas forcément bien l'alimentation, j'avais des maux d'estomac, j'ai eu pas mal de conséquences. Et puis à force de le faire, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plutôt résistante. Et c'est la même chose pour des expéditions. Je résiste plutôt bien au froid, je m'adapte assez facilement à toutes les problématiques que l'on peut rencontrer sur une expédition. J'essaye de rester positive et c'est tout ça en fait. Je m'en suis rendu compte sur le terrain, c'est-à-dire que c'est en essayant. J'ai fait des treks ou des expéditions avec d'autres personnes et à chaque fois je partais en fait très loin et les autres avaient du mal à me suivre et là je me suis rendu compte que j'allais vite, mais ça j'aurais pas pu m'en rendre compte si j'avais jamais essayé ou si j'étais partie toute seule ou si c'est en fait au fur et à mesure des expériences. C'est pourquoi je dis souvent quand j'interviens en conférence, notamment auprès des jeunes, qu'il faut vraiment essayer parce que
On peut pas, c'est vrai dans toutes les disciplines sportives, on peut pas savoir si on a un potentiel pour telle ou telle discipline si on n'a pas testé. Et c'est vraiment, enfin pour la longue distance, c'est encore plus vrai tant qu'on n'a pas essayé de courir 50, 60, 100 kilomètres. On peut pas savoir si on est fait pour ça ou pas. Et c'est le fait d'essayer qui m'a permis de me rendre compte que j'avais du potentiel pour ce type de discipline. C'est pourquoi j'incite vraiment les auditeurs à faire le premier pas. Quand on a une idée, quand on a une envie, quand on a quelque chose qui émerge, il faut tenter, il faut essayer, parce que tout n'est pas forcément écrit d'avance, on peut pas forcément deviner les choses. Il faut expérimenter, mais c'est comme la création d'entreprise, c'est comme la vie professionnelle. Parfois, vous découvrez une passion. Mais vous avez d'abord essayé pour savoir que ça vous intéresse. Moi, j'aimerais bien revenir à la genèse, parce que ton parcours, là, tu l'as expliqué un petit peu. Tu as fait HEC, une grande école de commerce, des études brillantes qui t'ont amené à devenir avocate. Mais j'ai du mal à comprendre, en fait, à partir de quel moment tu as vraiment commencé à courir. Temporellement parlant, comment ça s'est passé? Alors c'est plutôt en amont. En fait, j'avais déjà cette envie quand j'étais plus jeune. Quand j'étais en classe prépa, je courais, mais vraiment de manière très ponctuelle. Donc j'étais très focalisée sur mes études, mais j'aimais énormément le sport et je l'ai mis entre parenthèses, on va dire, de manière. J'étais triste en fait de cela parce que j'aimais beaucoup la discipline sportive et quand j'étais au lycée ou au collège, j'aimais beaucoup l'athlétisme, j'aimais particulièrement le roller aussi. Et puis en classe préparatoire, ça a été vraiment très occasionnel parce que j'étais focalisée et avec le recul, je pense qu'il y avait probablement un manque d'équilibre. Et ça, c'est aujourd'hui pour moi, c'est une thématique que j'évoque notamment dans mon dernier livre, qui est à mon sens essentielle. Il faut toujours être extrêmement équilibré, même quand on a un objectif qui vous tient à cœur et qui vous prend beaucoup de temps. Donc là, c'était plutôt occasionnel. Et ensuite, quand je suis rentrée en école, là, j'ai commencé à courir beaucoup plus, et notamment dans le cadre de voyages. Alors, en cabinet d'avocat, ensuite, ce qui a été compliqué, c'est que j'avais beaucoup moins de temps, donc à nouveau, et les congés étaient très réduits, beaucoup plus réduits qu'en entreprise, parce que c'est en cabinet d'avocat, il arrive souvent que l'on ait que 25 jours par an, et voilà. Donc ça a été assez compliqué à gérer. Et là, j'ai commencé en fait un peu avant d'entrer en cabinet, et puis ensuite j'ai poursuivi en cabinet. J'ai commencé à aller notamment dans les régions polaires. J'ai fait aussi beaucoup de trail blanc, j'ai aussi beaucoup couru dans la neige, j'ai fait beaucoup de ski alpinisme, mais tout ça avec une vie qui était très chargée en fait, c'est-à-dire la semaine le travail en cabinet, le soir je courais bien souvent la nuit, donc quand les stades étaient fermés, donc je faisais pas de fractionné à cette époque-là, c'était il y a déjà quelques années, je faisais pas de séances spécifiques, je courais simplement, donc des très longues distances. C'est ce qui m'a permis en fait, je pense, d'acquérir aussi beaucoup d'endurance à force de faire ce volume. Et puis le week-end, du ski de randonnée, du ski de fond, beaucoup de courses à pied dans la neige, en montagne. Et tout ça était très excitant. Enfin, c'était beaucoup, fallait beaucoup d'énergie. Tout ça, c'était en parallèle de ton travail. Exactement, ouais. Mais du coup, ça pose une question, en tout cas que moi je me pose, et je pense qu'on est nombreux à t'écouter et à se la poser. Tu soulignais l'importance de l'équilibre des différents éléments au sein d'une vie, de notre vie, à un niveau personnel. Du coup, comment tu arrives à concilier le tout, c'est-à-dire le travail, un travail prenant dans un cabinet d'avocat d'affaires, une vie sportive d'ultra-traileuse, ultra-runneuse, c'est-à-dire que c'est pas des petits footings de 45 minutes que tu fais, et en plus à côté une vie privée, personnelle qui te regarde, mais en même temps, du coup, tu as un certain nombre d'éléments avec lesquels tu dois jongler, je vais le dire comme ça. Comment tu parviens justement à tout mener de front? Alors, c'est vrai que ça a été assez chaud. Je suis restée donc 7 ans en cabinet d'affaires. Il faut savoir qu'avant d'entrer en école de commerce, j'ai fait une classe prépa où je bossais vraiment beaucoup parce que j'avais vraiment pour objectif d'intégrer une école à Paris, et je m'étais mis en fait pas la pression, mais c'était vraiment quelque chose d'important, donc je voulais être sûre d'avoir toutes les chances de réussir, et donc j'ai appris
finalement à travailler énormément, à persévérer et à vraiment à bosser comme une dingue. Et je pense que c'est un peu le même type de choses que j'ai mis en place quand j'étais en cabinet, c'est-à-dire que pour ne pas renoncer à une vie de sportive, à une vie privée, j'ai beaucoup travaillé. Ça veut dire par certaines semaines, par exemple quand on faisait des closings, donc pour des opérations de FUSAC, je pouvais pas courir, mais la semaine suivante, quand on sortait un peu plus tôt le soir, j'allais courir 2-3 heures. Alors c'était souvent en pleine nuit, donc ça m'a bien préparé pour ensuite, par la suite, aujourd'hui, quand je participe à des ultras, courir la nuit n'est effectivement plus une problématique. Mais j'ai souvent couru comme ça la nuit, et puis ça demande effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Alors après, l'équilibre, justement, il venait du fait que j'avais cette vie de sportive à côté de cette vie de collaboratrice en cabinet américain. Par contre, il y a quelque chose que je ne pouvais pas travailler, et pourtant je voyais qu'il y avait un potentiel, c'est la performance, c'est-à-dire la vitesse. J'étais pas en club à cette époque-là, je ne pouvais pas travailler dans un stade, c'est-à-dire tout ce qui est fractionné, séance de qualité, ce sont des choses que je ne pouvais pas faire, et c'est ce qui m'a ensuite donné envie d'aller un peu plus vers la performance, parce que je voyais qu'il y avait un potentiel, mais ce potentiel-là, je l'ai ressenti il y a longtemps. Je crois même quand j'étais jeune, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je n'avais pas les clés. J'ai pas fait les rencontres qui m'ont permis d'aller peut-être vers le domaine du sport un peu plus en amont. Et comment tu fais pour que toutes ces passions, parce que finalement, quand on exerce le droit, souvent les avocats sont des gens qui sont passionnés par leur métier, comment tu fais pour que tes passions, elles se cannibalisent pas? Parce qu'à un moment donné, quand tu prépares une course comme ce que tu as fait en Antarctique, je pense que ça doit occuper toutes tes pensées, ou un 24 heures, c'est la même chose. Donc comment tu fais pour arriver à cloisonner tout ça? Je pense que des fois, tu dois être quand même plus mobilisé sur un sujet plutôt qu'un autre. Oui, alors c'est vrai que parfois on peut être mobilisé par un sujet plutôt qu'un autre. C'est vrai quand on écrit, par exemple, on peut être mobilisé beaucoup par son livre. Et puis quand on prépare une compétition, la compétition peut prendre toute son énergie. Après, ce qui est important, je pense, c'est de consacrer des temps, en fait. C'est une question d'organisation, c'est-à-dire consacrer certains moments de la semaine plutôt à des conférences, certains moments de la semaine à la gestion administrative de sa société, à d'autres moments plutôt se consacrer au sport, prévoir en fait un amont. Donc c'est toujours pareil avec le travail de visualisation, c'est assez important. En début de semaine, moi ce que je fais, c'est que je fais un agenda de la semaine. Donc déjà, il y a certains rendez-vous qui ne peuvent être pris que le matin ou que l'après-midi ou que en fin de journée en fonction des types de rendez-vous. Je dis aux personnes en question que ces rendez-vous-là, c'est forcément le matin. Et puis le sport, c'est forcément à des heures précises de la journée. Pareil pour l'écriture. Il faut savoir que l'écriture, c'est très compliqué d'écrire pendant 8 heures par jour parce que il y a des moments où on est devant une page blanche, il n'y a rien qui vient. Donc si vous faites ça pendant 8 heures par jour, le risque c'est que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps. Donc il vaut mieux consacrer certains moments de la journée à l'écriture. Et à force de faire, je me suis rendu compte qu'il y a certains moments qui étaient plus propices à l'écriture que d'autres. Et donc je consacre ce moment-là à l'écriture. C'est vraiment une question d'organisation. Après, c'est vrai que il y a des choses qui parfois prennent toute la place à des moments où pourtant on a la sortie d'un livre, on a quelque chose de très important aussi à côté. Et c'est des moments qui sont effectivement compliqués. C'est vraiment une question d'organisation, je pense. Et puis vraiment se cadrer à la fois aussi dans sa tête, de savoir que là c'est pas le moment de l'entraînement ou là c'est pas le moment pour sa société. On est sur autre chose. Et il faut vraiment bien quadriller. Je pense que c'est une question de logistique en fait. On vit dans un monde aujourd'hui où parfois on a beaucoup d'injonctions de pouvoir tout faire. En réalité, on peut pas tout faire. On a que 24 heures et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'organiser sa vie avec des moments de vie, des moments où on va accorder plus de temps à telle ou telle activité. Et c'est vrai qu'il y a un moment de ma vie pendant plusieurs années où j'ai accordé plus d'importance au métier d'avocat, où j'ai vraiment dédié pas mal d'énergie. À d'autres moments de ma vie, j'ai dédié beaucoup plus d'énergie aux études, et d'autres moments de ma vie où je dédie beaucoup plus d'énergie à l'exploration, au sport ou autre. Je pense que c'est intéressant aussi
de vivre avec ces moments de vie, et c'est ça que je trouve passionnant. Et parfois on a d'autres envies qui apparaissent, mais elles peuvent tout simplement pas se matérialiser tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, elles restent dans un coin de la tête, et ça, c'est super parce qu'on s'ennuie jamais. Et, enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Et en tout cas, j'ai pas de frustration quant à l'idée que certaines envies restent dans un coin de la tête. Je sais qu'à un moment donné, ce sera le moment d'y retourner, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis, Stéphanie, parce que justement, on a eu la discussion dans le podcast avec Guillaume sur la motivation versus l'autodiscipline. Et le récit que tu nous donnes, en fait, nous montre bien et confirme ce qu'on peut penser, c'est que tu as une motivation de départ et tu as une discipline de faire derrière pour pouvoir tout mener et mener de front et de manière vraiment carrée et dans l'optimisation. Mais du coup, c'était quelque chose de naturel pour toi ou ça s'est développé avec le temps ou du fait des impératifs que tu t'obligeais à suivre? Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. J'ai vraiment cet esprit-là je fais toujours beaucoup de fiches, tout est assez cadré. Alors après, il faut pas évidemment que ça aille trop loin parce que, notamment dans le sport, tout n'est pas forcément mathématique, hein. Il y a des choses des fois qui relèvent plus enfin, faut aussi vivre l'expérience et tout n'est pas forcément carré comme on le souhaiterait. Après, je pense que ça s'est développé aussi avec la succession d'expériences, notamment mon expérience en cabinet, qui était particulièrement riche. C'était extrêmement prenant. En fait, c'est une vie qui peut-être ressemble peu à une autre vie professionnelle parce que enfin voilà, c'était des horaires qui étaient extrêmement lourds. Je terminais souvent entre 2h et 3h du matin. J'avais commencé le matin à 9h. C'est beaucoup de stress. Donc, c'est des vies qui sont très particulières en cabinet d'avocat et beaucoup de collaborateurs vivent ce genre de choses. Et c'est vrai que ça vous aide aussi à prendre conscience de l'importance quand même de garder un équilibre et puis d'essayer de s'organiser pour pouvoir faire aussi d'autres choses à côté. Parce que quand vous vivez plusieurs années comme ça, avec un rythme très trépidant principalement sur une activité, vous prenez conscience aussi de l'importance de développer d'autres activités à côté. Donc je pense que pour répondre à votre question, il y a un peu des deux. Je crois que j'ai un caractère assez. Enfin voilà, il faut que tout soit bien préparé. Et c'est peut-être pourquoi aussi j'ai pu réussir certaines expéditions. C'est que ça demande pas mal de caractéristiques. Ça demande un esprit entrepreneurial pour monter des projets, pour lever des fonds, pour monter une équipe, pour gérer la communication, ainsi de suite. Et puis après, c'est toute une préparation logistique, c'est-à-dire que vous pouvez être très fort physiquement, vous pouvez aussi être capable de lever des fonds, mais si après vous préparez mal votre expédition, vous choisissez pas le bon itinéraire, vous préparez mal l'équipement, etc., il est probable que l'expédition soit terminée au bout de 3 jours. Donc, c'est toutes ces qualités qui sont intéressantes, et je pense que elles étaient un peu en moi, mais elles se sont développées aussi à force des expériences et des expériences professionnelles, des expériences de sport, des expériences en expédition, et puis aussi des études que j'ai pu faire où j'ai pas mal de connaissances. Je pense que c'est un peu le tout. C'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à l'expérience, et je pense que dès qu'on a certaines envies, certaines idées, il faut vraiment se lancer parce que on acquiert beaucoup sur le terrain, on grandit énormément, on acquiert beaucoup de maturité et on est capable ensuite d'aller encore plus loin. Finalement, la confiance, c'est un sujet qui revient aussi souvent. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure des expériences. On acquiert de la confiance parce qu'on se rend compte qu'on pensait initialement que c'était peut-être pas possible de réaliser telle ou telle chose, puis on se rend compte avec le travail que si on peut le faire, et donc on se dit que finalement si on est arrivé à faire telle ou telle chose, on peut aller encore plus loin, ou on peut encore aller dans un autre domaine. Si on est arrivé dans un domaine A à faire telle ou telle chose, peut-être que dans un domaine B on y arrivera aussi. Et c'est vrai en ultra-distance. En ultra-distance, j'aurais pu imaginer que les 60, les 100 kilomètres, c'était pas fait pour une femme, c'était pas fait pour quelqu'un qui travaille en cabinet, etc. Puis j'ai essayé, en essayant, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel pour ces distances-là, qu'il fallait que je travaille tel ou tel aspect. Donc j'ai continué, j'ai persévéré. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confiance. Donc quand on me parle
d'une course ou d'un projet d'expédition ou autre, je le regarde, j'ai plus le vertige en fait. Je me permets de rebondir sur le fait que tu disais être une femme dans ce métier. J'écoutais une interview de toi où tu disais que les performances des femmes sur ce type de distance étaient souvent dévaluées. Comment tu l'expliques ça? Alors, c'est en fait, déjà il y a plusieurs univers. Moi, j'évolue à la fois dans la compétition et à la fois dans le sport aventure. Et dans les deux domaines, je n'ai pas vécu la même chose. C'est-à-dire Ouais. en ultra-fond, en ultra-trail, à vrai dire, je m'intègre plutôt bien et je pense que les femmes sont de plus en plus acceptées, que tout se passe plutôt bien. Il y en a de plus en plus d'ailleurs dans ces environnements. Après, D'accord. le sport aventure, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Je pense que déjà, il y a un rapport au corps qui est assez fort dans les représentations que l'on en fait. C'est-à-dire qu'on imagine souvent que quelqu'un qui va traverser l'Arctique ou l'Antarctique, c'est un homme extrêmement musclé, très grand, etc. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de représentations qui sont faites. Alors c'est lié aussi à l'histoire, hein, parce que quand vous lisez les récits d'expédition, c'est vrai que ce sont des récits d'hommes. Hein. Au début du XXe siècle, ce sont des hommes qui partaient en expédition. Aujourd'hui encore, vous prenez l'Antarctique, vous avez des hommes comme Mike Horn, comme Reinhard Messner, Jean-Louis Etienne qui est plutôt petit, donc il est plutôt un contre-exemple, mais c'est surtout des hommes qui réalisent ce type de projet. Donc quand vous êtes une femme, ça peut agacer donc parce que ça veut dire que finalement peut-être c'est réalisable, tout est possible. Et le fait de dire tout est possible, les personnes qui auraient envie de réaliser des choses dans ces univers, mais qui ne le font pas parce qu'elles sont bloquées par leur peur, le fait de voir qu'à côté une femme le fait, c'est les excuses que l'on peut trouver, finalement on peut plus les mettre en avant. Donc on peut plus dire ah oui mais ça c'est réservé à un tel parce que il a des qualités exceptionnelles, il est surhumain, etc. Non, en réalité il n'y a pas de surhomme. Donc c'est peut-être aussi ce genre de choses. Voilà, donc c'est un univers dans lequel c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est vrai d'autres univers. Pour en reparler avec des navigatrices, le sentiment que c'est pareil aussi dans la voile. Bon, ça évolue, mais en tout cas dans le milieu de l'athlétisme, je trouve que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a un très très bon accueil des performances en ultra-fond, qu'elles soient féminines ou masculines. Voilà, donc j'ai évolué dans divers univers. C'est pas la même réaction dans tous les univers, c'est pas les mêmes. Mais bon, on fait avec. Après, c'est des choses aussi qui permettent d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus résistant, de persévérer encore plus. Donc il faut faire avec et puis continuer. En tout cas, ne pas s'arrêter parce que vos réalisations peuvent déplaire. Au contraire, il faut continuer. Faut continuer sur son chemin et vers ce que l'on souhaite réaliser. Et c'est une volonté de ta part d'être en quelque sorte le porte-drapeau féminin sur ce type de distance ou d'aventure extrême pour montrer que on peut être une femme, faire 1m60 et y arriver? Ouais, ça te tient à cœur en fait de le médiatiser ou c'est finalement quelque chose que tu fais de façon très personnelle? Ah non, c'est vraiment. En fait, c'est déjà moi, ce que j'aime. Enfin, quand on connaît un domaine, en fait, on aime bien aussi comment dire, que ce qui est raconté sur ce domaine-là corresponde à la réalité. Pour moi, c'est important. Et donc, c'est vrai que quand il y a des contre-vérités du type seuls certains hommes peuvent réaliser ce type d'expédition, ce type de projet parce que ce sont des surhommes, il est évident que moi, j'ai envie de dire non, c'est complètement faux. Donc oui, ça me tient à cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ces journées comme le 8 mars, et je vous remercie d'ailleurs pour votre invitation dans ce cadre. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de montrer aussi aux femmes qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisables, que il faut pas, en fait, il faut accepter de sortir de la norme, il faut pas écouter tout ce qui peut être raconté. Quand on vous dit c'est impossible, il faut tel ou tel prérequis, etc. Non, dans tellement de domaines, je me suis rendu compte que c'était complètement faux en essayant.
il y a aucun prérequis. Vous pouvez faire une expédition polaire en étant mince. Il ne faut pas nécessairement être quelqu'un en surpoids pour faire une expédition polaire, parce que des fois c'est des choses qu'on entend. Vous pouvez faire de l'ultra-distance en étant une femme, en ayant un petit gabarit. Enfin, il y a aucun prérequis, faut faire sa propre expérience des choses, et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai du mal aussi à donner des conseils, on va dire pratiques, pour réaliser telle ou telle chose, parce que je pense qu'il faut tester, il faut apprendre à se connaître. Ce qui fonctionne sur une personne ne fonctionne pas nécessairement sur une autre. Donc il faut apprendre à connaître son corps, à connaître ses envies, à connaître ses forces et ses faiblesses. Et en fait, on apprend à les connaître en essayant, en testant différentes choses. Et ce qui va fonctionner pour certaines personnes ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres. Donc il faut aussi, le partage est extrêmement intéressant, mais il faut aussi toujours prendre du recul. Il faut toujours en fait appliquer le conseil de l'autre en fonction de ses propres particularités. Et puis surtout, quand on vous dit que c'est impossible, continuez si vous avez l'intime conviction que c'est réalisable. Et moi, j'ai souvent eu dans les cadres de certains projets l'intime conviction en fait que je réaliserais certains projets à des moments où pourtant tout le monde disait que c'était impossible. Et moi, j'avais comme des flashs. Je voyais en fait réussir. Et donc forcément, il y a des fois où on n'a pas toutes les réponses, toutes les clés. Donc là, on a beaucoup de doutes. Mais par contre, il y a des moments où j'ai vraiment l'intime conviction que tel objectif sera atteint. Et s'il n'est pas atteint tout de suite, il sera atteint un jour. Et ça, c'est extrêmement agréable. C'est pour ça que j'aime beaucoup le chemin. Et ça, j'en parle aussi beaucoup dans le dernier livre. C'est que finalement, c'est pas tant l'objectif. Et donc ceux qui vous regardent et qui parfois vous envient, ils envient parfois que l'objectif en se disant ah, c'est super d'avoir réalisé ça. Mais non, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est tout le chemin qu'il y a avant. Et ce chemin où on se projette, finalement, se projeter sur la réussite d'un objectif, sur l'atteinte d'un objectif, ça procure parfois encore plus de plénitude d'accomplissement que l'atteinte de l'objectif en lui-même, parce que tous ces moments de projection, ils sont juste extraordinaires, et c'est ce qui vous motive, qui vous permet de continuer, d'avancer, de travailler, de persévérer, même à des moments où c'est extrêmement difficile, ça peut être douloureux, ça peut prendre beaucoup de temps, on peut être très fatigué, on peut avoir beaucoup d'échecs aussi à côté, hein, c'est-à-dire que vous avancez sur un projet, vous travaillez comme un dingue, vous persévérez, vous vous entraînez, puis à côté vous trouvez pas le financement, vous avez tel ou tel échec, mais vous continuez quand même parce que vous vous projetez sur cette réussite, et ça je trouve que c'est très beau en fait, c'est ces moments-là qui sont absolument magnifiques, mais qu'on peut comprendre que quand justement on se lance dans un objectif et qu'on va le chercher, qu'on travaille pour aller le chercher, et si on devait l'atteindre sans ce travail-là, sans ce chemin, il n'aurait absolument aucune saveur. Ça ne me conviendrait même pas d'atteindre tel objectif si j'avais pas eu tout ce travail-là avant. J'en verrais même pas l'intérêt en fait. D'accord. Je voulais revenir quand même sur quelque chose, parce que tu nous as dit qu'en début d'interview que tes parents venaient pas forcément du milieu du sport, et quand tu fais HEC et que tu es aussi dans le milieu des avocats, il n'y a pas forcément des sportifs et des ultra sportifs que tu côtoies. Donc la question que je me pose, c'est quand tu t'es lancé dans cette aventure, comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce que ça a dû surprendre quand même beaucoup tes proches. Ça a été quoi les réactions autour de toi? Et puis ils ont dû s'inquiéter parce qu'on est quand même sur des courses qui sont dangereuses. Tu as dû faire face, à mon avis, à pas mal de gens qui ont essayé de te dissuader, ou ils étaient plutôt enthousiastes et assez ravis que tu te lances dans ça? Alors c'est vrai que en fait, elle est intéressante votre question, parce que en fait, j'ai l'impression que en fait, je surprends dans divers domaines, parce que dans le milieu du sport aventure, je surprends parce que j'ai vécu dans un cabinet américain, travailler comme une dingue sur des grosses opérations. Dans mon milieu d'origine, je surprends parce que je suis allée vers ces cabinets, donc et que c'était déjà totalement irréaliste. J'ai surpris effectivement dans le milieu des avocats en allant faire du sport aventure, puisque dans la semaine je vivais dans
dans un cabinet d'avocats le week-end. Je côtoyais des explorateurs dans le Vercors. J'ai eu un peu cette double vie pendant assez longtemps. Donc c'est vrai que dans tous les univers, les autres univers dans lesquels j'évolue surprennent. Mais après, c'est vrai que mes proches étaient plutôt inquiets. Après, ils se sont rendus compte au fur et à mesure que ça servait à rien de me dissuader, parce que quand j'avais une envie, j'y allais, que j'étais plutôt, comment dire, prudente dans le sens où quand on monte un projet d'expédition, c'est vrai que souvent on nous regarde en se disant c'est complètement fou, ils sont inconscients, etc. Alors qu'en réalité, il y a énormément de préparation. Alors c'est vrai que sur un projet d'expédition, il y a un tout petit peu plus de risques que sur une compétition, et sur une compétition, il y a un petit peu plus de risques que dans une vie professionnelle dans un bureau, et encore que ça dépend. Mais en fait, l'objectif de la préparation, c'est de limiter ces risques, c'est-à-dire qu'on les cartographie. Et l'objectif de chacun des aspects logistiques que l'on prépare, c'est de limiter chacun des risques que l'on a déterminés. Et donc ça, je pense que les proches se sont bien rendus compte de cette façon-là que j'avais de préparer, donc avec beaucoup de minutie et puis toujours beaucoup de prudence. Donc ça, c'était important. Après, c'est vrai qu'on m'a souvent dit c'est impossible, tu n'y arriveras pas, etc. Mais ça, bon, il y a ça vient de différentes sources. Soit c'est des personnes qui n'ont pas du tout envie que vous réalisiez ce que eux aimeraient faire, ou alors c'est des personnes qui ont toujours très très peur dans leur vie quotidienne, ou alors ce sont des proches qui vous aiment énormément et qui veulent surtout pas que vous partiez. Après, il faut savoir aussi que comme j'ai évolué, vous l'indiquez, dans un milieu qui n'a absolument rien à voir avec le sport aventure, certains de mes proches, par contre, n'ont pas forcément réalisé tous les risques qui étaient en jeu dans tel ou tel projet, parce que justement, ils sont éloignés de cet univers. Donc les risques en montagne, les risques dans les régions polaires, ils pouvaient moins les appréhender parce qu'ils ne les avaient jamais rencontrés. Ils n'avaient pas nécessairement souhaité lire des récits d'expédition, justement peut-être pour pas avoir trop peur quand moi-même je suis partie. J'avais aussi une question par rapport au rôle de ton mari. On voit qu'il est souvent présent dans le cadre de tes performances. Il était avec toi sur l'expédition en Antarctique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moteur pour toi ? Oui, effectivement, on fait pas mal de choses ensemble, et les expéditions, on les fait toujours ensemble. Donc il était familier comme moi de ce type de projet, c'est-à-dire qu'on a appris au fur et à mesure à monter ce type de projet, à évoluer dans ces environnements. Donc il avait à peu près la même connaissance. C'est plutôt en termes aujourd'hui d'ultra distance où moi j'évolue vers la compétition d'ultra fond, et ce n'est pas son cas. On fait toujours beaucoup de choses ensemble, c'est-à-dire que généralement, je vous parlais tout à l'heure des postes de ravitaillement sur les courses, et c'est lui qui est présent, c'est lui qui m'aide aussi dans l'élaboration de la stratégie de course, parce qu'on a toujours une stratégie déterminée, une allure en début de course, en fin de course, etc. Donc on travaille tout ça ensemble, et c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Il est très très intéressé par tous ces aspects-là. Il n'est pas intéressé par la compétition, même s'il a un potentiel qui est, enfin à mon sens, encore plus grand que le mien. Mais encore une fois, l'envie est très importante, et lui n'a pas envie d'aller vers ce chemin-là. Donc il y va au travers de ma propre expérience sur les chemins. Mais par contre, en expédition, il est là, et il est plutôt très bon, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a vraiment surprise, en fait, dans sa façon de gérer. Je suis partie avec d'autres explorateurs, alors à chaque fois des hommes, mais alors lui est extrêmement calme, et dans toute situation, peu importe ce qui arrive, enfin c'est assez extraordinaire, en fait. Et donc, enfin bon, voilà, au-delà de ce qu'il nous dit,
il est très très bon en fait dans cet univers aussi et voilà, même s'il n'a pas fait le choix de la compétition, Ouais. il fait d'autres choix, d'autres chemins et en tout cas on essaye de partager le maximum de choses ensemble. Et en termes de bénéfices, vu que tu as un parcours qui est extraordinaire, qu'est-ce que tu as pu tirer de ces expériences-là en termes de confiance en toi ou de discipline? C'est des sujets que tu as beaucoup abordés dans l'interview, mais quelle est la chose principale que tu retires de tout ça? Ouais, alors déjà, je suis convaincue d'une chose, c'est que le bonheur est en soi, vraiment. Il n'est pas dans une activité, il n'est pas dans un domaine. En fait, j'ai eu la chance de connaître des domaines qui sont en apparence très différents. Et dans chacun des domaines, je rencontre des personnes qui idéalisent en fait les autres domaines dans lesquels j'évolue. Donc, dans le monde de l'entreprise, on idéalise beaucoup le milieu du sport-aventure, le voyage, et dans le milieu du voyage, on idéalise énormément la vie d'affaires. C'est une vie, on imagine que c'est une vie de paillettes, où tout fait rêver, etc. On idéalise aussi beaucoup le sport de haut niveau, etc. Et en fait, je pense que le bonheur, il est vraiment en soi, c'est-à-dire que il faut faire ce que l'on a envie de faire et ne surtout pas, en fait, ne pas avoir de frein, accepter de sortir parfois de la norme, ne pas trop écouter tout ce qui se passe autour, tout ce qui peut être raconté ou autre. Il faut faire son propre chemin. Et donc, je pense que j'ai acquis au fur et à mesure des expériences une forme de calme ou de distance ou un autre regard aussi sur le monde. Je crois qu'à force de faire des expériences, notamment en étant extrêmement isolée, j'aime de plus en plus les gens aussi, et donc l'humain, mais vraiment avec ses forces et ses faiblesses, hein, c'est-à-dire que l'homme n'est pas parfait, loin de là, mais c'est extraordinaire tout ce qu'on a pu construire ou tout ce que l'on est, et donc ça c'est aussi apparu au fur et à mesure des expériences un peu loin du monde, c'est-à-dire que plus on est loin et plus on aime aussi la civilisation. Bon, ça peut paraître contradictoire, mais moi j'aime beaucoup aussi. On me dit souvent tu vis à Paris, bah oui, mais j'aime beaucoup aussi les gens et le monde et tout ce qu'on a pu construire, même si j'aime beaucoup aussi la nature. Donc c'est difficile aussi de répondre à cette question parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Il y en a tellement que j'aurais du mal en fait à tout lister dans le podcast, mais c'est aussi beaucoup plus de confiance. Mais là encore une fois, la confiance, bon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la confiance, elle dépend de ses expériences. Donc on peut avoir très confiance dans des domaines dans lesquels on a vécu des expériences et puis aucune confiance dans les domaines dans lesquels on n'a pas d'expérience. Donc tout ça pour dire qu'il faut expérimenter dans tous les domaines pour acquérir la confiance. C'est absolument pas inné. Donc il faut pas se dire que parce qu'on n'a pas confiance en soi, on peut pas réaliser telle ou telle chose. Non, la confiance, elle viendra après. Il faut faire le premier pas. Et puis ne pas non plus attendre de ne plus avoir aucune peur, aucun doute, parce que les peurs et les doutes, elles vous accompagnent tout le temps. Donc ça, j'ai pu mesurer ça au fur et à mesure de mes expériences. Alors elles peuvent être plus ou moins fortes, hein, quand vous êtes face à un puma ou face à un ours polaire. La peur, elle est évidemment extrême, hein. C'est une peur qui est d'une intensité absolument incroyable, qui peut vous couper les jambes. Idem quand vous êtes en montagne et que c'est un peu que c'est extrêmement risqué, quand les conditions météo se déchaînent. Mais après, vous pouvez avoir peur aussi dans la vie de tous les jours, peur de changer d'activité professionnelle, peur de lever des fonds, peur de fonder une famille. Enfin, il peut y avoir différentes peurs, mais je pense au contraire qu'elles sont plutôt bonnes, ces peurs-là, parce qu'elles vous permettent justement de ne pas être inconscient. Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut penser que celui qui se lance à l'aventure, qui fait le premier pas, qui change, est inconscient, alors qu'en réalité, non, c'est ces peurs qui sont en amont du premier pas, justement, elles vont vous permettre de réfléchir, de prendre du recul, de mieux préparer, finalement de faire les choses un peu mieux, et les doutes aussi sont intéressants. Donc il ne faut pas forcément essayer de lutter contre ces peurs et ces doutes. Je pense qu'il faut juste les accepter, faire en sorte qu'elles n'empêchent pas trop l'action, mais il faut partir avec et puis continuer son chemin. Donc
Voilà un petit peu en résumé ce que toutes ces expériences ont pu permettre, mais il y a encore beaucoup d'autres choses, j'imagine. Mais bon, comme toutes les expériences de la vie, hein, c'est-à-dire que là, il y a des expériences effectivement un peu extrêmes, notamment dans des expéditions, mais je pense que toutes les expériences de la vie vous font grandir, vous font acquérir plus de distance, plus de maturité, vous font voir les choses différemment. Et donc ces expériences-là m'ont permis cela, mais au même titre que d'autres expériences plutôt de la vie de tous les jours ou dans la vie familiale ou professionnelle. Je pense qu'elles étaient aussi intéressantes et elles m'ont permis aussi de grandir tout autant. Ok. On aime bien poser cette question à la fin de chacune de nos interviews. C'est la suivante. Si tu pouvais revenir 20 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à la petite Stéphanie de 12-13 ans ? En fait, je pense que je lui donnerai pas forcément de conseils parce que je pense que elle a parfois fait des erreurs, elle a parfois peut-être pris plus de temps pour atteindre certains objectifs ou peut-être pris des chemins de traverse. Mais je pense que ce sont toutes ces erreurs ou toutes ces longueurs, ce temps qui font que on acquiert un peu plus de confiance, de connaissances, qui font qu'on se connaît mieux. J'accorde beaucoup d'importance à l'échec ou à l'erreur parce que si vous réussissez tout du premier coup, je suis même pas sûre en fait que vous sachiez pourquoi vous réussissiez et je pense qu'au contraire parfois prendre des chemins qui vous font ralentir ou prendre ou se tromper ou ne pas atteindre l'objectif, ça vous permet d'apprendre un peu plus, de corriger, de rectifier le tir. Je trouve ça assez incroyable en fait l'échec. Je trouve malheureux qu'on n'en parle pas un peu plus. Donc je sais pas si je lui donnerais des conseils. Parce qu'au contraire, j'aurais envie qu'elle aille se planter pour voir et pour arriver finalement par elle-même à faire les constats ensuite que j'ai pu faire ou apprendre énormément. Donc je pense que c'est intéressant aussi de faire son propre chemin et j'aurais pas forcément je lui dirais voilà, va vers tes rêves, tes objectifs et construis ta route, ton chemin. D'accord, réponse très intéressante. Fred, je ne sais pas si tu as une autre question. Moi, j'ai pas d'autres questions. J'ai énormément appris lors de cet échange et à écouter Stéphanie. Et j'ai appris et j'ai été réconforté de voir qu'elle tresse des lignes directrices d'action qui sont assez fidèles à ce qu'on échange aussi souvent entre nous, Guillaume. En ce qui concerne à la fois l'envie de faire les choses, la motivation, la discipline, mais aussi savoir faire face à l'échec, et que c'est également très important, et de faire les choses avec le cœur et avec le cœur, et je dirais même avec amour. Et parce qu'on voit que tout ce qu'elle entreprend, il y a la dimension défi qu'elle a clairement évoquée, mais il y a aussi l'amour et l'envie de ce qu'elle fait. Et voilà, je pense que c'est un véritable enseignement qui peut paraître un peu banal, mais qui est quand même très important de rappeler, mais que tout ça ne se fait pas sans préparation et sans organisation, et que voilà, il suffit pas juste d'avoir envie de faire quelque chose, il faut aussi savoir s'en donner les moyens. Et accepter de pas forcément y arriver du premier coup, et ça c'est très intéressant, mais en même temps quand on persiste, Stéphanie le montre très bien, on y arrive plus que magnifiquement bien. C'est une très belle conclusion. Cléo, toi, ça t'a donné envie de partir dans l'Antarctique et de se mettre à l'ultramarathon ? Bah écoute, c'est pas pour tout de suite pour moi en l'occurrence, puisque je viens de revenir de 2 jours de ski et que j'ai réussi à me brûler le visage alors que j'ai fait que 15 km dans la neige. Donc je vais attendre un petit peu, je pense que j'ai un petit peu de préparation à faire. Blague à part, c'est un superbe parcours, un parcours de femme qui est extrêmement inspirant. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement et c'est aussi un message du possible. Et j'espère que ça pourrait inspirer de jeunes filles ou des femmes plus âgées également. En tout cas, j'ai appris énormément de choses, donc merci de m'avoir permis de prendre part à cet échange. Merci beaucoup. Et Stéphanie, on te dit bonne route et bonne préparation pour tes nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, à Merci bientôt. beaucoup, au revoir. Merci, à bientôt.
Et voilà, j'espère que cette émission hors série vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Stéphanie Jiquel, je vous invite à vous rendre sur ses réseaux sociaux ou sur son site internet. Pareil, elle a écrit un livre, je vous le conseille. Il est illustré de très très belles images et son récit d'expédition est tout simplement dingue. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. Et par ailleurs, si vous voulez retrouver notre podcasteuse du jour, notre invitée, Cléo Hénin, eh bien je vous invite à aller voir son travail, son podcast, à aller l'écouter. Donc voilà, c'est le moment de se laisser et je vous dis à très vite.